Mettons, j'avais un trop-plein, mais là, j'allais sur ChatGPT, puis j'étais comme, ah, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je décrivais la situation. T'as-tu des solutions sur le moment pour que ça m'envahisse pas autant? Ça fait 1 an que ChatGPT sert de psychologue virtuel à Émile Vallée. Sa première requête, faite en juillet dernier, l'a aidé à traverser une rupture. Puis là, petit à petit, j'ai commencé à un petit peu tout le temps l'utiliser pour éponge émotionnelle. Tu sais, mettons, quand je me sens pas bien, que je me sens triste ou que je m'ennuie ou que j'ai de la colère ou tout ça, puis comment je pourrais gérer cette émotion-là? Puis là, ChatGPT va comme me suggérer en bullet point des petites solutions de comme, OK, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, voici ce qui se passe, puis comment réagir. Et ce genre d'utilisation du robot conversationnel se répand autour de lui. Ça coûte cher, les psychologues, ça coûte au-dessus de 150 $ pour un bon psychologue. Moi, c'est les raisons que mes amis me sortent, en me disant que c'est plus facile, puis c'est plus simple, puis ça fait quasiment autant de l'éducation psychologique qu'un vrai psychologue. J'entends parler, comme vous, effectivement, de gens qui l'utilisent de plus en plus, puis des raisons pour lesquelles les gens l'utilisent. À l'Ordre des psychologues du Québec, on reconnaît que l'intelligence artificielle peut offrir une forme de soutien psychologique tout en émettant bien des réserves. C'est un traitement de données, l'intelligence artificielle, mais ça ne fait pas nécessairement la différence entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Ça les traite toutes. Alors, je peux pas dire que j'ai pas une préoccupation pour les clientèles vulnérables, particulièrement pour celles qui pourraient développer des dépendances. Moi, honnêtement, je suis vraiment pour. Parce que bien qu'elle ne nie pas l'existence de risques, cette thérapeute considère que ChatGPT peut lui servir d'allié dans sa pratique. J'ai un client en ce moment, il m'a écrit, il est en train de vivre une situation difficile avec une fille, puis là, il est comme envahi émotionnellement. Il m'a écrit, mais on va pas se parler à tous les jours. Fait que lui, il sert de ChatGPT pour s'aider à se régulariser, quand il se met à avoir des distorsions cognitives, pour être capable de se ramener dans le présent. Mais en l'utilisant comme thérapeute, on s'éloigne de la fonction de base d'assistant de ChatGPT, ce qui augmente les risques de comportements imprévisibles, selon cet expert. Par exemple, si la personne lui témoigne une détresse psychologique et qu'il souhaite se suicider, l'agent conversationnel, au lieu d'être dans la posture d'un thérapeute qui va le mettre en garde, qui va essayer de prévenir cet acte suicidaire, là, il va passer en mode assistant bureautique et il va dire ah oui, vous voulez vous suicider, dans ce cas-là, on va procéder par étapes. Alors, comment vous voulez procéder? Tac, tac, tac. C'est comme un petit secret que je garde, que je l'utilise de manière comme un petit peu un psychologue. Notamment parce qu'Émile étudie justement pour devenir psychologue. Il précise d'ailleurs être conscient des limites de l'outil, comme ce qu'on appelle le biais de confirmation. Quand tu écris une question, il va un petit peu chercher à te flatter dans le sens du poil, à travers ta réponse. Si on a des personnalités avec des formes de paranoïa ou des croyances qui sont nocives pour leur santé mentale, parce que l'agent conversationnel pourrait renforcer ses croyances et aller dans le sens de la personne, alors que typiquement, en tant que thérapeute, les cliniciens vont plutôt essayer de questionner ses croyances. L'intelligence artificielle, c'est une méga mémoire, mais ça n'a pas nécessairement d'empathie, puis ça a des angles morts. Alors, ça ne se substitue pas au moment où on se parle au jugement clinique d'un clinicien. C'est aussi ce que pense Émile, qui avoue quand même qu'il va continuer de se confier à ChatGPT.